minimum, ils n'ont aucun mérite. On ne les a pas élus pour qu'ils nous excluent. Mais vous êtes... Attendez, mais ça ne va pas. Donc, il n'y a aucun mérite. C'est leur devoir. Et vous, comme représentants, nos représentants pour la neutralité des élections, pour porter nos voix, excusez-moi, on attendait un autre message de votre part. Sur la sensibilisation des gens à l'inscription, vous avez dit que vous envoyez des SMS. Sur quels critères? Pourquoi moi je n'ai reçu aucun SMS? Ça ne va pas chez vous. Je ne sais pas comment vous faites pour choisir ceux à qui vous envoyez et ceux à qui vous n'envoyez pas. Je suis désolé. Vous parlez de la confiance. C'est un élément de manque de confiance que vous introduisez dans cette méthode-là. Merci, Mohamed. Juste un dernier point qui est essentiel. J'ai tenu un bureau de vote, s'il vous plaît. J'ai un table. Donc, j'ai pris un bureau de vote et il y avait un problème essentiel qui a été évoqué dans le film, qui était celui d'accompagner des personnes analphabètes. Et ça, il était essentiel que ce sont les présidents du bureau de vote qui les accompagnent et non pas un autre accompagnateur. Et non pas un autre accompagnateur membre de leur famille. C'est ce qu'utilisait le RCD avant, c'est ce qu'utilisait le parti avant pour truquer les résultats des élections, parce que les analphabètes, c'est-à-dire ils votaient en fonction de ceux qui les accompagnent, alors que le président du bureau de vote leur a expliqué fortement. Je me permets d'intervenir. Des questions courtes, si vous voulez profiter des réponses. J'ai vu Fatma qui a levé la main. Vous connaissez les gens par nom, alors les autres qui ne sont pas connus, ils vont... Vas-y, Fatma. Attends, il y a un problème là, c'est par connaissance, ça se passe, c'est trop comment ça va? Non, parce qu'apparemment vous connaissez les gens par nom. Vous connaissez les gens par nom, monsieur tel, monsieur tel. Nous, on n'est pas connus. Moi, je me suis présenté. S'il vous plaît, vous permettez, on gagne un peu de temps. Alors, Fatma Houis, association Engagement Citoyen. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. J'adhère à beaucoup d'éléments, bien sûr, qui ont été déjà dits. J'offre mes services et les services de mon réseau, etc., pour soutenir à tous les niveaux l'IRI. Mon projet, entre autres, actuel, est d'être une plateforme qui est un peu le porte-voix pour informer les gens pour les candidatures pour devenir président et assesseur de bureau de vote, pour informer les Tunisiens à l'étranger pour les formations Atid et Molariboun. Donc je suis à votre disposition, Monsieur le Président de l'IRI France 1. J'ai fait en 2011, je crois que j'étais la seule association à faire une campagne radio sur toutes les chaînes communautaires, Radio Orient en France, Radio Soleil et compagnie, pour inciter les Tunisiens à voter. Oui, je raccourcis. Oui, s'il vous plaît, ne réagissez pas par rapport aux autres, s'il vous plaît. Vous laissez terminer. Vas-y, Fatma, termine. J'espère que je vais pouvoir travailler avec la nouvelle IRI et que ça sera vraiment transparent. D'accord. Je prends encore un objectif que j'ai vu tout à l'heure. Mais attendez, vous levez les mains en même temps, il faut bien que je le dise. Objectif Ati. Objectif, خذ انت بعد. عايشكم. خلي objectif بعد انت خذ. Mais s'il vous plaît, les règles du jeu, c'est simplement, je rappelle, attends, un objectif très capable. Je t'ai donné la parole, c'est pas là le problème. C'est essayer de raccourcir pour permettre qu'il y ait des réponses, parce que sinon, M. Kri va partir à un moment. Si on fait une démarche où chacun parle trop longtemps, il ne pourra pas répondre. Objectif, tfadl. Merci, Mohamed. Impératif d'essai, dynamique citoyenne des Tunisiens à l'étranger et membre de la plateforme. Monsieur Mohamed Krim, que je ne connaissais pas jusqu'à il y a à peu près une heure, a insisté sur le mot confiance. Moi, je vais être très clair. La confiance, monsieur Mohamed Krim, vous devez savoir qu'elle n'est pas partagée de part et d'autre.
savez très bien que la société civile ici a exprimé des réserves aussi bien sur la composition du mairie nouvelle que sur les problèmes qui se posent actuellement du point de vue de la révision des nominations politiques dans le corps et dans les représentations diplomatiques et consulaires. Pour nous, la question de confiance, elle est essentielle et elle est fondamentale. Il ne peut pas y avoir ici, que ce soit à France 1 ou à France 2 ou bien dans le monde, dans le reste du monde entier, des élections libres, transparentes et démocratiques, tant que ces deux problèmes ne seront pas résolus. On a des informations comme quoi il y a 2 membres dans l'ERI, au sein de l'ERI, dont la nomination est sujette à caution. On sait très bien, vous savez très bien, je ne vais pas le répéter, que M. Karim Azouz est membre d'Annahda, déclaré, était le directeur de la campagne électorale. Nous savons très bien qu'il agit toujours aussi au nom de son parti et au profit de son parti. Et la deuxième chose, c'est que vous avez déclaré vous-même que l'ERI va composer avec un corps administratif qui sera certainement coopté sur le personnel des consulats. Donc pour nous, on n'est pas ici pour lancer des avertissements, mais on déclare, du moins au niveau de la plateforme, que nous serons intransigeants sur ces 2 questions. Merci. Merci Abdel. Mohamed, tu donnes à la personne qui est debout là. Voilà. Non, celui-là. Et après, il y a un monsieur qui est au 2e rang qui a demandé tout à l'heure. Excusez-moi, je ne connais pas tout le monde, donc j'essaie simplement de repérer. Bon, je m'appelle. Bon, allez, oui, on ne voit pas, on a un écran. Je vais essayer d'être assez concis. J'espère que vous m'entendez bien. La question, encore une fois, de la confiance, si vous voulez, on ne se paye plus de mots. Alors, c'est terminé. Il faut bien comprendre que la confiance est rompue. C'est-à-dire que nous savons très très bien que vos promesses ne vous engagent que vous. Je m'appelle, moi, je vous dis Wissem Suissi, je suis journaliste. Je suis à Paris et je confirme ce qu'a dit Najed sur cette histoire de la manière dont, depuis Tunis, on voit les Tunisiens, non pas de l'étranger, mais les Tunisiens à l'étranger. Parce qu'ils ont tendance à dire les Tunisiens de l'étranger. C'est-à-dire comme si nous étions une 5e colonne qui allait investir un pays et le trahir en quelque sorte. Donc ça s'appelle du racisme à rebours. Et je l'ai vécu 2 fois. La première fois, c'est que je suis tout de même un journaliste qui suis ici et qui est passé 17 ans en exil, et personne n'a pensé à m'appeler à l'Amérique. On m'a juste appelé 5 mois plus tard pour faire une mission qu'on n'a jamais laissé faire, alors que j'ai fait un travail d'investigation complètement dingue. La deuxième fois où on regarde les Tunisiens vivant à l'étranger d'une façon, je dis, de racisme à rebours, parce que c'est une haine contre soi-même, parce que j'en ai appliqué. C'est qu'aujourd'hui, ça fait la 11e semaine que je suis candidat à la direction générale de l'Institut du monde arabe. J'ai toutes portes ouvertes à Paris, et à Tunis, il y a 99,99% de refus. J'en reviens aux élections, et à l'IRI, et à l'ICI. C'est que, aujourd'hui, on veut combattre, et on est déterminé, je ne suis pas le seul, cette vision que vous avez présentée, M. Ali Benham, paradisiaque des élections du 23 octobre 2011. Permettez-moi de vous dire qu'on a déjà aussi vécu cette façon consensuelle de donner des visions paradisiaques. Vous avez dit que c'était bien sur 5 continents. Le 7 novembre 1987, 5 continents ont voté Ben Ali. Et vous employez exactement les mêmes méthodes. C'est que comme tout va bien, s'il y a consensus sur quelque chose, eh bien, on mettra encore 23 ans à s'apercevoir de ce que moi j'ai vu le 24 octobre à 7h d'après-midi au siège de l'ISI. Il n'y avait que 3 personnes. Il y avait Kamel Jadoubi et 2 bonhommes, parce que je suis allé en tant que journaliste demander qu'est-ce qui se passe. On m'a dit, il ne faut pas poser des questions qui risquent d'ennuyer M. Kamel Jadoubi. Alors, maintenant, je reviens à ma question. Alors, par rapport à ce que je suis en train de dire, ce que dit M. Kélir, et il va comprendre en tant que mathématicien, il avance un certain nombre de garanties pour que cela se passe bien. Bon, les garanties qu'il a données sont des garanties qui sont nécessaires. Ma question directe, c'est est-ce qu'il les estime suffisantes? Et s'il ne les estime pas suffisantes, qu'est-ce qu'il va faire pour qu'elles deviennent le plus
quelque chose de transparent et de quelque chose qui donne des résultats contraires à ce que nous avons vu le 23 octobre, malgré la vision paradisiaque. Parce que je vous rappelle, je n'ai pas encore terminé. Je termine par une proposition. La proposition, c'est que moi, je fais partie de 2 associations, 2 journalistes ici, dont une, celle de la presse étrangère. Je suis membre dirigeant. Je vous propose, vous, monsieur le président de France, de l'IRI France 1, de nous donner la possibilité de faire un partenariat écrit permettant à ce que dans chaque bureau, nous vous garantissons la présence d'un journaliste étranger. Il ne sera pas français, il sera chinois, nous venons de 65 nationalités différentes, mais il faut que pour ça, vous fassiez un partenariat. Voilà. Et merci pour votre proposition. J'ai dit la personne qui est au deuxième rang qui est là-bas. Avant, il y a une personne au deuxième rang. Mohamed. C'est celui-là qui est debout. Deuxième rang. Bonjour à tout le monde. Ma question est la suivante. Est-ce que les candidats aux élections législatives de France 1 ils peuvent se présenter aux France 2? Donc ça, c'est ma première question. Donc on ne sait pas, parce que nous, c'est une question qu'on pose. Parce qu'il y en a des gens qui sont de France 1, et des fois, on voit plus d'inscriptions, on se présente de France 2. Ou peut-être le contraire. La deuxième question, je pose la question. Le drapeau du GTT, qu'est-ce qu'il fait là? Là, est-ce que c'est lui qui organise justement cette réunion, ou pourquoi? Et apparemment, il n'est pas représentatif pour tout le monde. Voilà, merci. Juste le dernier, qui est à côté de toi. Par contre, je me permets juste une réponse par rapport à l'UJTT, une seule seconde. Il y a une campagne nationale et internationale pour que l'UJTT ait le prix Nobel de la paix. Et ce drapeau-là, c'est un clin d'œil de solidarité avec cette campagne, et n'y voyez pas autre chose. Je vais essayer d'être court. J'ai plusieurs questions. La première, c'est par rapport aux responsables de la plateforme. J'ai lu le document et je pense que c'est une initiative très intéressante en globalité. Il y a quelques points à améliorer, si vous voulez, on peut en discuter. Lorsque je regarde les signataires de ce pacte, si on veut dire, ce pacte, c'est vraiment si on ratatouille. Je vois des partis politiques, je vois des associations. Pourquoi il y a des partis politiques avec des associations? Mais bon, après, vous pouvez m'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des points contre les partis politiques ici dans ce que vous dites. Et en même temps, il y a des partis qui signent. Autre point par rapport à cette plateforme-là, on sait qu'en France, on a plus de 200 associations des Tunisiens qui sont surtout concentrées sur France 1. Pourquoi il y a 10 signataires? Cette plateforme devient plus intéressante, plus globale, si elle s'adresse à toutes les associations. Donc adressez-vous à ces associations-là, vous allez voir qu'ils vont être réceptifs par rapport à vos questions. Les questions maintenant, je vais pratique, s'il vous plaît. Je m'adresse à M. Krier. Je trouve que l'ISI, lorsqu'elle a décidé de s'inscrire que sur la base des passeports, c'est une très bonne chose qu'on n'a pas vue en 2011. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de Tunisiens nés en France qui n'ont pas de carte d'identité. Ça, on l'a vu la dernière fois. Ils n'ont pas de carte d'identité, ils ont un passeport, dans le passeport, numéro de carte d'identité, ils mettent 000. Donc si l'ISI a décidé que les gens votent par uniquement la carte d'identité, donc ces gens-là seront exclus. Donc voter avec son passeport, c'est une très bonne chose. Deuxième question pour M. Mohamed Krier. Vous avez parlé du consulat de Paris, consulat de Pantin. Que se passe-t-il à Strasbourg? Est-ce qu'il y a une personne là-bas qui inscrit les gens, sachant qu'il y a 27 000 Tunisiens qui sont rattachés au consulat de Strasbourg? Que se passe-t-il en ce moment là-bas? Une question, mais bon, peut-être, je ne vais pas la poser cette question-là. Par rapport au bureau de vote, j'ai vu que sur le site qu'a mis l'ISI en place, les bureaux de vote sont les mêmes qu'en 2011. D'ailleurs, en 2011, il y a des bureaux de vote qui ont été supprimés, qui ont été regroupés. Cette fois-ci, c'est
c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Pourquoi est-ce que vous avez mis une recommandation pour regrouper ces bureaux de vote, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de Tunisiens qui votent là-bas? Pareil sur France 1 à Paris, à Pantin. Pourquoi ne pas éclater encore plus les bureaux de vote? Parce que les Tunisiens ont tous voté à Paris, ont tous voté à Pantin. Pourquoi ne pas aller dans le 92, les Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, aller ouvrir encore des bureaux de vote par rapport à ça? Je pense que merci, sauf si vraiment en une seconde tu peux terminer quelque chose. Bon. J'ai deux autres questions qui sont très importantes aussi. Comment allez-vous surveiller les dépassements? Je prends un exemple sur un bureau en 2011, je ne sais plus lequel. Il y a une liste sur tout le bureau, elle a entre 1 et 5%. Sur tout le bureau, sauf un seul bureau, elle a eu 20 ou 22%. Je pense que l'ERI a reçu le premier jour un mail d'un responsable de ce bureau-là, comme quoi il y a des dépassements, il n'y a aucune réaction par rapport à ça. Donc ce genre de dépassement, comment allez-vous l'éviter? Et ma dernière question, comme on fait un vote sur 3 jours, comment allez-vous sécuriser les urnes? Sachant que Atid a créé une polémique par rapport à Argenteuil il y a 3 ans. Ou à Marseille. Donc comment allez-vous sécuriser les urnes cette fois-ci? Merci. Si on veut donner le temps à monsieur... Non, s'il vous plaît, on va y avoir une série, on va essayer. Juste une réponse par rapport à la plateforme en 2 secondes. La liste qui est dans le document, des partis, des associations et des individus, c'est toutes les personnes qui se sont associées à l'initiative, à la fois de la pétition et à la fois de la délégation pour aller en Tunisie pour défendre le droit d'égalité entre les Tunisiens à l'étranger et les Tunisiens de l'intérieur par rapport à la problématique du vote. Et s'il y avait d'autres on nous aurait dit qu'ils s'associaient, ils seraient sur cette liste. Il n'y avait aucune fermeture, c'est pour ça que vous parlez de ratatouille. Et merci. Monsieur merci. Toutes les questions posées dénotent quand même. Ils ont un point commun, c'est que la difficulté des élections des Tunisiens à l'étranger, enfin, les spécificités en tout cas. Je vais essayer d'être très bref, mais avec des réponses, j'espère, des réponses un peu structurées. Il y a 7 interventions, il y a 7 questions. La première, les structures de proximité, oui, on aura besoin de structures de proximité et on a eu l'autorisation de mettre, par exemple, pour rejoindre Strasbourg, comment on fait, on peut mettre un représentant de l'ERI, ou on a la possibilité, si on le souhaite, de mettre un représentant de l'ERI à Strasbourg ou d'autres villes, d'autres grandes villes, pour essayer un peu de voir ce qui se passe, si j'ai bien compris les structures de proximité. Mais si maintenant les structures de proximité existantes, ça veut dire les associations, etc., ça, évidemment, la question ne se pose même pas, je pense que oui. Et on ne peut que travailler ensemble avec ces structures de proximité qui existent. Donc la question, elle a 2 volets. Il y a les structures de proximité pour l'IRI et les structures de proximité existantes. Pour ce qui est des agents qui sont en train d'inscrire, je peux vous assurer que ce sont des agents actuellement qui travaillaient auparavant au consulat. Je ne connais pas leur statut ni leur mission au consulat. Ils ont été mis à disposition de l'IRI pour ne faire que les inscriptions. Donc ils n'ont plus de travail consulaire. Ils sont combien, s'il vous plaît? 3, 1 par consulat. Et vous comptez inscrire suffisamment de non, ça, c'est une autre question. Mais je réponds à la question qui a été posée. Ce personnel administratif, il sait neutralité. Après, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut mettre 2? Et le scénario de départ était d'envoyer 2 agents provisoirement pour le mois d'inscription, 2 ministères des Affaires étrangères, vers les consulats pour inscrire. Ce scénario-là, pour l'instant, il ne fonctionne pas. Sur maintenant l'administration, et je suis très sensible à cette question-là, quand je vous ai dit, j'étais peut-être pas très clair, quand je vous ai dit, le choix a été fait de soutenir le bureau directeur, on va dire, de l'IRI, c'est-à-dire le président et les 3 membres, avec une équipe administrative. Ça veut dire c'est une équipe administrative qui n'est pas consulaire, mais qui est à l'IRI. Ce ne sont pas des gens des consulats. C'est-à-dire, je ne sais pas, pour saisir des fichiers Excel, pour faire des publipostages, pour envoyer des courriers, on a besoin d'agents comme ça.
Ça, je ne pense pas que la neutralité de l'administration, là-dedans, on a du personnel qui travaille avec nous. La deuxième intervention, c'était, et là je suis vraiment un peu, je ne sais pas ce que j'ai dit pour que... J'ai dit que le vote, oui, c'était le mérite. Et ils nous doivent au moins ça, les gens qui ont décidé que les Tunisiens à l'étranger votent. Mais évidemment, ils nous doivent au moins ça. Et il n'y a pas de mérite à ça. J'ai dit tout simplement que quand on regarde la planète, il n'y a pas beaucoup de pays sur la planète qui autorisent leurs ressortissants à l'étranger à participer aux élections législatives. C'est tout ce que j'ai dit. C'est par rapport au contexte. Les législatives, oui. Mais donc, on peut donner une leçon, effectivement, et donc ça, j'estime que c'est un très bon choix, une très bonne opération pour la Tunisie. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de contester cette chose-là. Alors, les SMS, sur quels critères? Je vous dis tout simplement, les SMS partent du consulat de Pantin, parce qu'on m'a dit, on dispose d'une base de données de numéros anonymes, il n'y a que les numéros, il n'y a pas le nom, et est-ce qu'on peut... Laissez-moi finir, et après on peut réagir. Laissez-moi finir, et après on peut réagir. C'est-à-dire, moi je ne suis pas initiateur de ça, j'ai donné mon accord quand on m'a dit, voilà, pour relayer l'information chez les Tunisiens partout, évidemment, ils ne vont pas toucher tous les Tunisiens, parce que, voilà, ils n'ont pas tous les Tunisiens. Donc, actuellement, je vous dis la réalité de ce qui se passe, voilà. Il y a un processus technique qui permet d'envoyer un SMS groupé à des téléphones, et certaines personnes l'ont reçu, évidemment d'autres ne le reçoivent pas. Là, il faut de la société civile. Là, il faut mettre de la société civile. Je veux bien, on peut mettre de la société civile, il n'y a aucun problème. Si vous voulez de la transparence et de la confiance, il faut qu'on ait le droit de rentrer partout avec vous. Madame Suissi, non, Madame Fatma Houez, demain, si vous voulez venir au consulat de Pantin, vérifiez ce qui se passe, vous êtes la bienvenue. On va le faire. Il n'y a aucun problème. On vous expliquera. Comment vous croyez qu'il y a une liste de téléphones anonymes? C'est pas possible. Je vous dis ce qui se passe. Vous pouvez vérifier. Vous ne donnez pas votre accord, monsieur. On ne doute pas de votre bonne Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez écouter? On peut écouter. On ne peut pas répondre comme ça. Il faut qu'on... Les questions sont posées en répondre, et après on regarde ce qui se passe. Ok? On peut faire comme ça. Les analphabètes en France, je pense qu'ils ne sont pas nombreux, mais le problème est posé et la solution juridique a été donnée dans les textes, on ne va pas la contourner. Elle existe, c'est écrit noir sur blanc. Et je pense qu'on n'est pas les plus touchés, par ça. Madame Houez, donc un grand merci pour votre offre et je suis ouvert à toute forme de collaboration. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute, mais il faut que l'offre, là, ou en tout cas l'IRI, ce qu'elle donne pour votre association, ce qu'elle propose, il faut qu'il soit public et offert à toutes les associations. Voilà. Monsieur Abdel Betsel, je ne réponds pas sur la composition de l'IRI, ce n'est pas mon rôle, il faut poser la question à l'ISI, ceux qui ont choisi l'IRI. Donc moi je ne dis rien sur cette question-là. Sur la nomination des missions consulaires, c'est exactement la même chose, ce n'est pas mon rôle. Je n'ai pas à donner le moindre jugement sur ce qui se passe. C'est les deux questions que j'ai retenues sur si je sais pas. Je réponds dans l'ordre. Après, Monsieur Suissi, qui est le journaliste, quelles sont les garanties? J'ai avancé des garanties. Est-ce que c'est suffisant? Et si ce n'est pas suffisant, que faire? Et la proposition de faire un partenariat écrit avec la presse pour la représentativité au niveau du bureau de vote. L'accréditation de la presse et de la société civile d'une manière générale, elle suit les règles du pays, et donc on fait une demande, on fait un dossier, elle sera transmise aux autorités compétentes. Les gens sont accrédités, il y a certainement des règles que je ne connais pas dans les détails, et une fois c'est accrédité, la personne a accès. Je pense que ce n'est pas une question de partenariat. Moi, je peux dire oui, je préfère, et je compte, et disons, j'aspire au fait que sur chaque bureau de vote, il y ait un journaliste. C'est un souhait, très bien. Et après, il y a des règles. Si le bureau de vote, il
ne contient que, je sais pas, 14 observateurs, par exemple, et il y a une demande de 40 observateurs, il y a un problème. Enfin, 40 observateurs, ça veut dire 40 personnes en dehors de ceux qui gèrent le bureau de vote qui doivent être là. Donc, il y a un tri à faire. Voilà, il y a des règles pour faire ça. Et puis, de toute façon, les contraintes des locaux, ça, c'est un problème général connu par tout le monde. Ça, c'est Monsieur Suissi. Donc, les garanties que j'ai avancées, moi, je ne crois pas avoir avancé des garanties. Ça fait 10 jours qu'on est là. On a démarré la semaine. J'ai mis sur la table, à point de vue, un certain nombre d'éléments. S'ils sont considérés comme des garanties, c'est parfait. Si ces garanties ne sont pas suffisantes, que faire? C'est le traitement cas par cas. Je pense que la question n'est pas absolument générale sur tous les sujets. Il y a des sujets qui méritent des garanties plus poussées, d'autres, on peut se contenter de ce qu'on a. Et donc, c'est l'étude cas par cas de ces questions-là. Enfin, la sixième intervention, c'était candidat France 1 et ça peut être en France 2. J'avoue que je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi, un candidat de France 1 qui va en France 2? Un résident, Résident, je comprends. Oui. Législative. Oui. France 1, est-ce qu'il peut se présenter en France 2, simplement, ou le contraire? S'ils sont déjà en France 1, comment ils vont être en France 2? En candidat soit en France 1, soit en France 2, il y a des règles. Quand pour être candidat, il faut être électeur. Enfin voilà. Il peut être résident sur oui, il peut avoir deux résidences. Quelqu'un qui C'est pas un candidat, alors vous voulez dire un électeur. Mais les règles sont simples. J'ai envie de dire oui si les conditions sont réunies, il a le droit de candidater. Oui. Oui. Comme en France, il peut être de Paris, mais c'est pour ça. Le GTT, je ne réponds pas. La question est simple. Non, mais les textes sont clairs pour l'éligibilité des candidatures. C'est réglementé, on n'a pas. Voilà. Et la dernière intervention, les passeports et les cartes d'identité. Oui, effectivement, il existe maintenant en France, ou à l'étranger, il existe environ 500 000 Tunisiens qui ont un passeport et qui n'ont pas de carte d'identité. Donc si on dit à l'étranger, vous vous inscrivez avec les cartes d'identité, ces 500 000 personnes, ils sont écartés. Et ça pose problème. Comme une autre information aussi, je vous la donne, il y a 16 000 passeports tunisiens qui ne sont pas rentrés dans la base des données. Donc ce dimanche, il y a tout un groupe du ministère de l'Intérieur qui va venir, particulièrement en France, parce qu'il y a un gros volume en France, et qui va faire l'opération pour que ces passeports-là soient rentrés le plus vite possible, et ils nous ont promis lundi ou au plus tard mardi. Ce qui va limiter aussi le nombre de passeports introuvables et tout ça dans les... On n'a pas choisi de faire un ou, c'est-à-dire qu'on Oui, pouvait s'identifier absolument. soit par la carte d'identité, soit par le passeport. C'est la proposition que j'ai faite avant-hier soir, et il y avait une réunion au sommet avec le ministère de l'Intérieur et l'ISI et tout ça. Après, je ne sais plus combien de temps de discussion, ils ont voulu garder deux modèles disjoints, vraiment disjoints, à l'intérieur carte d'identité, à l'extérieur passeport. Alors que la solution de ou pour l'étranger aurait pu être viable. Les cartes séjour, Non, la carte séjour ne rentre pas en ligne de compte. Non, C'est que les papiers tunisiens. non, que les papiers tunisiens. Il est sans papier. Et les sans-papiers, oui. Les sans-papiers tunisiens, le problème reste posé en France comme à l'étranger. Un sans-papier, ça veut dire quelqu'un qui n'a ni passeport ni carte d'identité tunisienne. Parfois, il a la carte d'identité, mais pas de passeport. La question est toujours le 7e intervenant, il faut qu'on aille vite, sur le consulat de Paris, le consulat de Pantin, et qu'est-ce qu'on fait à Strasbourg? À Strasbourg, on a exactement le même scénario, la même chose. On a un agent détaché, mis à disposition de l'IRI, complètement, qui fait les inscriptions à Strasbourg. Alors, bureau de vote, même que 2011, oui, c'est vrai. Actuellement, la liste qui sort sur l'application, les bureaux de vote sont ceux de 2011. On a fait une proposition détaillée pour changer ces bureaux-là. On l'a faite avant le vote. La réponse a été, on ne peut pas la faire à ce moment-là. On peut vous aider pour la faire après l'inscription. Je crains qu'après l'inscription, ça va poser plus de problèmes. Donc, si on trouve un algorithme simple qui permet de transformer, enfin de faire la correspondance ou la bijection entre les votes, les bureaux de vote de 2011 et les bureaux de vote de 2014 sans trop de casse, on va le faire les dernières semaines des inscriptions qui vont être, disons, opérationnelles au moment où on affiche les listes. Voilà.
surveiller les dépassements, vote 3 jours, sécuriser les urnes. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un vrai problème. On fait 3 jours, on sécurise les urnes, pardon. Je ne peux pas aujourd'hui, à moins que c'est Ali, il a l'expérience, moi, président de l'IRI 1 nouvellement installé, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quels sont les outils qui vont être à ma disposition pour sécuriser les urnes. Sûrement, il y a des cadenas, il y a des choses... voilà. Donc, à cette question-là, je suis incapable de répondre, je suis désolé. On ne va pas vous dire, on va dormir dans les bonnes votes. Enfin, je préfère... Je ne dis pas non. Mais je n'ai pas les outils aujourd'hui pour répondre à cette question-là. Il faut être honnête. Pourquoi les inscriptions s'arrêtent? S'il te plaît, Ça, c'est une autre question. Je suis en train de répondre sur comment sécuriser les urnes quand on passe du 24 octobre au 25 octobre et du 25 au 26 pour la première échéance. Hein. Qu'est-ce que j'ai oublié? Si, c'est les mosquées, parce que sinon ils vont la reposer la question. C'est comment faire pour que... Il faut que je sois saisi du problème. Enfin, je veux dire, la question, c'est comment sécuriser, comment faire de telle sorte que tous les partis soient, les listes candidates soient à égalité, et que certains n'instrumentent pas les mosquées ou qui dépensent des moyens financiers importants. Ça, c'est Ali qui l'a dit tout à l'heure en parlant de toutes les campagnes d'affichage, pour assurer l'égalité et la transparence à ce niveau-là. Oui, ben l'IRI actuel appliquera les règles. C'est-à-dire, appliquera les règles strictes qui sont prévues dans les textes de loi et qui sont prévues dans les textes réglementaires. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Je ne peux pas vous dire... et d'ailleurs, le problème ne se pose pas uniquement sur les mosquées, je pense qu'il se pose tout endroit où il y a des dépassements de cette méthode. Bien sûr. Tout dépassement, y compris celui-là. À tout endroit où il y a un dépassement des règles en vigueur qui sont instaurées et qui sont mis à disposition du public, tout dépassement, il sera notifié, il sera suivi de mesures qui correspondent à ça.